Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la 96.3 FM For You Radio, votre média panafricain. C'est votre programme Regard panafricain qui commence. Plus besoin de tourner en rond, certains diront qu'on a tout essayé ou encore on a tout fait pour dissuader Bangui de collaborer avec les paramilitaires russes, encore appelés Wagner. Eh bien, plus besoin de passer par 4 chemins, diront certains, selon les informations rapportées par plusieurs sources et surtout le tabloïd français Le Monde. Washington voudrait soutenir davantage la Centrafrique. Jusque-là, il n'y a pas de problème, sauf que en retour, les États-Unis exigent le départ des Russes sur le territoire centrafricain. Alors, Washington donne un délai de 12 mois au président centrafricain, Faustin Archange-Touadéra, pour prendre ses distances avec la société russe. En échange, elle se propose d'assurer à la Centrafrique la formation de son armée, mais aussi d'augmenter son aide humanitaire. C'est une proposition alléchante pour la RCA qui a justement besoin d'un grand soutien. Mais alors, à quel prix? Le président Touadéra va-t-il se plier à cette exigence, d'autre part de marchandage ou encore de chantage? Que vaut la proposition américaine face à l'apport russe dans le pays? On en parle dans un instant. Vous suivez et vous regardez Regard panafricain sur For You Radio 96.3 FM. Vous nous suivez également en live sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, For You Media Africa, et bien sûr votre télévision For You Media Africa. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Passion Parfum d'Homme est notre invité de ce soir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir princesse Manuela Sikendoumbe, madame la directrice. C'est toujours un honneur d'être sur ce formidable studio, ce excellent et très beau studio avec vous en haute compagnie. Merci. Pour détricoter, n'est-ce pas, toutes les manœuvres, toutes les combines, tous les complots qu'on essaie d'ourdir contre notre continent. Exactement. Et on verra tout à l'heure que cette fois-ci, la cible est toute désignée. Oui. C'est le président Faustin Archange-Touadéra et la République centrafricaine, oui. Le Centrafrique. Le Centrafrique. Et on ne va pas de main morte, on n'avance pas masqué, c'est-à-dire la cible est toute désignée, et on le dit ouvertement. Oui. C'est une espèce de menace, n'est-ce pas, plus ou moins on peut j'allais dire dissoute, mais une menace réelle, en disant attention, ou vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Vous êtes contre nous, voilà. C'est assez direct, effectivement, on rentre de plein pied dans le sujet. On rappelle également à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez, bien sûr, comme ceux-là qui ont d'ailleurs déjà commencé par nous écrire, nous envoyer vos messages, vos propositions, votre analyse, votre point de vue sur la thématique via notre page Facebook. Nous nous ferons bien sûr le plaisir de lire vos messages. D'ailleurs, on commence déjà en recevoir. Tout à l'heure, on va lire quelques-uns. Passion Parfum d'Homme. Eh bien, vous avez d'ailleurs commencé déjà à situer la thématique. On rappelle, Washington veut venir en aide, en tout cas c'est ce qu'on voit, veut venir en aide à la République centrafricaine, mais à une condition: arrêter toute collaboration avec, je vais utiliser le terme que tout le monde connaît, Wagner. Alors, en profondeur, votre avis? D'abord, je trouve que c'est insultant pour les Africains que nous sommes
en plein 21e siècle d'avoir ce type de proposition venant de la part d'un pays qui est le leader ou bien qui assume le leadership, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental. Nous savons pertinemment que depuis plus de 100 ans, un peuple comme le Centrafrique a été sous le fouche-coding d'un des alliés de ce champion de l'impérialisme occidental, oui, qu'est la France. Et on peut tranquillement faire le bilan de cette coopération au forceps, j'allais dire pas au forceps, mais cette coopération, j'allais dire, commence à imposer oui, à la République centrafricaine. Oui. C'est quoi le résultat? Depuis les temps immémoriaux de l'esclavage, ça a quand même fait 5 siècles. Certains parlent de 4, moi je préfère parler de 5 siècles. J'aimerais d'ailleurs qu'on fasse un débat un jour. Un siècle de colonisation, après 5 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation. Et pendant ce siècle de colonisation, on parle beaucoup de la République démocratique du Congo, dans le Congo belge. Oui. Mais on oublie que le Centrafrique subissait le même régime de terreur, de déshumanisation de l'homme, de l'être humain, mais de violence hors pair par et les colons belges et les colons français dans leur espace. Vous savez, le roi Léopold II, qui avait fait de la République démocratique du Congo sa propriété privée, ce criminel hors norme, à mon sens, il fut plus criminel que Hitler, pour nous les Africains. Alors, il imposait des quotas bizarres. Les Africains le savent aujourd'hui. On demandait, par exemple, aux familles de ramener un quota bien défini de caoutchouc récolté. Si on ne récoltait pas ce quota-là, on avait une main coupée. Et les contremaîtres, souvent même c'était des nègres de maison qui étaient astreints à cette tâche, avaient du zèle, se donnaient à cœur joie de ramener le maximum de mains coupées pour montrer qu'ils faisaient très bien le boulot. Alors là, je le dis, ce ne fut pas seulement valable pour la République démocratique du Congo, ce fut aussi valable pour le Centrafrique. Alors, un siècle d'une violence hors pair, la guerre du Congo-Wara. Beaucoup de jeunes Africains ne sont pas au courant qu'il y a une guerre atroce fut menée au niveau de la République centrafricaine, menée par la France contre un grand résistant, chez qui beaucoup d'autres icônes de la résistance africaine, je peux parler par exemple de Ruben Mouniobé, sans oublier Barthélémy Boganda, sont allés faire leur classe pour étudier l'homme, pour étudier sa résistance, pour mieux étouffer la leur dans leur pays respectif. Même le grand Ho Chi Minh s'est inspiré du combat, n'est-ce pas, de ce grand résistant centrafricain pour bonifier ses stratégies dans le combat pour la libération du Vietnam. On n'en parle pas beaucoup. Alors, ce pays-là, avec cette souffrance hors norme, qui a accueilli, qui était comme l'espèce de havre de sécurité pour tous les Noirs, partant pratiquement de la zone des Grands Lacs, même de l'Afrique de l'Est, sans oublier l'Afrique centrale, qui fuyaient justement, n'est-ce pas, ces esclavagistes qui, comme des meutes de chiens, n'est-ce pas, traquaient partout depuis la guerre, la traite arabo-berbère d'ailleurs, donc qui a duré 13 siècles. Attention, si le commerce triangulaire c'était 5 siècles, comme je l'ai dit, la traite arabo-berbère a duré 13 siècles. Le triple. Ah oui, mais attention, on n'en parle pas beaucoup. C'était quand même, n'est-ce pas, au niveau de la Centrafrique, que beaucoup de gens trouvaient refuge pour fuir, n'est-ce pas, ces animaux, parce que en réalité, c'est ce qu'ils étaient, ces négriers. Alors, on oublie aussi, je le rappelle, sur votre majesté, par exemple, et là c'est récent, quand je dis c'est récent, nous sommes presque les contemporains de cette période. La construction du chemin de fer Congo-Océan. La construction du chemin de fer Congo-Océan. Des milliers de Centrafricains vont mourir dans la construction de ce chemin de fer. Pour le Cameroun, l'équivalent, c'est par exemple le Ndjok. Quand on parle de Ndjok, pour le chemin de fer qui part de Douala à Yaoundé, les gens comprennent très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il y avait des razzias qu'on faisait partout dans l'interland et on ramenait les gens dans les espèces de ce que vous appelez les travaux forcés. Mais c'était des forçats en réalité.
et qui travaillait avec des résultats qu'il fallait produire quotidiennement. Si on ne produisait pas ces résultats, il y avait des conséquences énormes. Et dans le cas de la République centrafricaine, ce sont des milliers de jeunes centrafricains qui, comme des bêtes sauvages, des bêtes de somme, travaillaient nuit et jour, et beaucoup ont laissé de leur vie dans cette affaire. Alors, on en vient à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais quand vous êtes à Bangui, je crois vers le kilomètre 5, vous avez la grande photo d'un certain Koudougou, c'est le sergent Koudougou. Il est l'un des représentants de la jeunesse centrafricaine qui a participé à la création de la France libre. La France libre est née au Cameroun un certain 27 août 1940. De Gaulle, le général de Gaulle, qui a fui, n'est-ce pas, la débâcle de leur armée au niveau de la France. Je vous rappelle que c'est presque une bouchée de pain. Il a suffi de 4 semaines pour que les forces hitlériennes viennent à bout de l'armée française. Et cette confrontation s'est achevée par les accords de Vichy, où le maréchal Pétain, qui était considéré comme un héros de la Première Guerre mondiale, a été obligé de signer, n'est-ce pas, cette armistice avec l'Allemagne. Et l'Allemagne imposa donc à la France une monnaie, un système financier avec une monnaie, exactement comme nous avons le franc CFA. Alors, De Gaulle se réfugie où? À Londres. C'est de Londres qu'il va lancer son célèbre discours ce 18 juin qui appelle à la résistance. Alors, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, lui dit: c'est beau, je me suis concerté avec mon frère des États-Unis, mais on pense que comme vous avez des colonies, vous les Français au niveau de l'Afrique, allez aussi là-bas chercher, n'est-ce pas, de quoi constituer ce qu'on appelle votre fort de guerre. Un croiseur anglais fut mis à sa disposition. Il partit des côtes depuis le Sénégal. Or, je le rappelle, pour ceux qui auront tendance à l'oublier, pratiquement toutes les colonies françaises en Afrique étaient dirigées par les pétainistes, donc étaient d'accord avec le nazisme. Donc, depuis Dakar, au Sénégal, le croiseur qui avait été mis à disposition de De Gaulle fut accueilli à Dakar par les batteries de la côtière sénégalaise. On a même failli détruire. Il a fallu que l'Anglais, qui était le commandant de bord, ait beaucoup de dextérité pour essayer d'échapper, n'est-ce pas, aux frappes lourdes dirigées vers son navire. Donc, De Gaulle va écumer toute la côte ouest. Aucun pays n'accepte de collaborer avec De Gaulle. Tous les administrateurs français dans tous ces pays francophones que vous imaginez bien, étaient tous des pétainistes, donc étaient d'accord avec les accords de Vichy, donc avec la collaboration avec l'Allemagne nazie. Alors, arrivé au Nigeria, le commandant lui dit: mais je pense qu'on est venu ici en villégiature, au contraire, nous risquons nos vies pour rien. Nulle part, on n'a pas pu être accueillis. Qu'est-ce qu'on fait? De Gaulle envoie donc des émissaires sonder le Cameroun. Je vous rappelle déjà que le Cameroun était d'abord une colonie allemande. Tout à fait, oui. Et que, après la Première Guerre mondiale, pour la jeunesse camerounaise, il y aura de questions qu'on replonge dans la peste brune. La jeunesse camerounaise est donc vent debout. On va faire l'économie, il faut aller vite. Et elle est prête à en découdre avec cette Allemagne-là. Mais surtout avec les forces d'occupation françaises qui veulent recollaborer de nouveau avec les Allemands. D'autant plus que le projet hitlérien était clair en ce qui concerne le sort qui était réservé aux Noirs que nous sommes. Aux Noirs, oui. Bon. Alors, c'est donc ici que l'information arrive que l'envoyé de Gaulle, qui est Leclerc, qui était le capitaine de Haute-Cloque, se trouve quelque part dans les mangroves au large de l'estuaire de Vouri. Et une escouade de navigateurs sur des grandes pirogues aux berges de Vouri, dirigé par un certain Ebumbu James, par récupérer dans le capitaine de Haute-Cloque là-bas dans les mangroves pour le ramener à Douala. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème au niveau des grades parce que celui qui commandait la ville de Douala était plus gradé que Leclerc plus tard, le capitaine de Haute-Cloque. Alors là, c'est là-bas, dans les mangroves, en pleine mer, qu'on va lui fabriquer de briques et de bras. D'abord, on va déchirer une partie de sa chemise pour fabriquer des galons, pour qu'arrivé à Douala, il ait un grade qui soit supérieur. Peu plus élevé, Voilà. Il fut accueilli au niveau du quai numéro 3.
par un jeune préposé de douane du nom de Tchoumbangwanko Isaac. C'est l'histoire. J'ai travaillé longtemps là-dessus. Et la première rencontre fut, vous voyez, l'esplanade du centenaire à Douala. Mais malheureusement, il y avait encore beaucoup de pétainistes dans la ville de Douala. Donc on va concevoir des tracts, on va jeter des tracts un peu partout pour convaincre les gens que Douala est une ville acquise au discours de De Gaulle. Oui. Et c'est comme ça que la jeunesse camerounaise en premier va accueillir De Gaulle. Et quand De Gaulle arrive plus tard, il faut aller à la chambre de commerce, c'est encore visible à Bonadjo. Allez voir le fronton. Le discours de Gaulle. La France libre ici, au Cameroun. Donc très rapidement, on va monter une armée constituée de jeunes Camerounais et d'une demi-douzaine de soldats qui avaient accompagné De Gaulle. C'est ça, des gars qui étaient dans la ville de Marvik, je crois, en Norvège, pour combattre, pour détruire l'usine de Doluth de Hitler, parce que déjà, il avait un projet de faire la bombe atomique. Des faits là-bas, ils étaient une demi-douzaine, c'est eux qui retrouvent De Gaulle à Londres, et c'est eux qui constituent la première escouade. Plus des milliers et des milliers de jeunes Camerounais qui vont répondre présents pour constituer cette armée-là, pour aller combattre le nazisme. Leur première équipée va les amener à Libreville, où il y avait des pétainistes. Ils vont battre ces pétainistes. Ils vont donc continuer au Congo-Brazzaville, où ils vont de nouveau écraser ces pétainistes. Et ils vont arriver à Bangui, où ils seront accueillis en héros. Et là, à Bangui, des milliers et des milliers de jeunes centrafricains vont rejoindre les rangs. Le premier grand décompte de cette équipée qui va se faire à Fort Lamy, qui est N'Djamena aujourd'hui, sera de 17 000 hommes. Donc, quand vous parlez de tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas encore des Sénégalais qui ont refusé. Vous ne savez pas si vous comprenez. Donc, c'était... Voilà. Et c'est cette équipée-là, c'est cette armée, la France libre, qui va mener les batailles du désert. Les deux grandes victoires qui sont retenues par l'histoire, c'est la victoire de Koufra et la victoire de Birakem, en plein désert libyen. Et vous savez qui commandait les troupes allemandes dans le désert libyen? C'était le grand, on l'appelait le renard du désert. Le grand Rommel. Stratège hors pair. L'un des plus grands généraux de l'armée allemande. Il sera défait par la puissance, la vigueur, la détermination de cette jeunesse. Des milliers de morts dans le désert. Et ce sont ces jeunes-là qui vont faire la campagne d'Italie. Et dans la campagne d'Italie, il y a quelqu'un d'exceptionnel pour que j'ai toujours beaucoup de qui est une icône de la résistance camerounaise. Il s'agit du docteur Bébé Eyidi. Ah oui, on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire écrits par les Occidentaux. Alors, le drame dans l'affaire, c'est que ce sont ces troupes-là qui vont battre les troupes allemandes au sud de la France, qui vont avancer, libérer Paris, et maintenant il va se poser un problème. Vous savez très bien. Ce sont les troupes de Leclerc qui vont libérer Paris. Mais, comment dire ça, la grande procession, pour montrer les forces qui ont libéré Paris, va se poser un problème. Maintenant, le racisme va intervenir. De Gaulle va appeler Leclerc en lui disant attention, si on voit les petits nègres au devant de la troupe qui a libéré Paris, ça va nous poser un problème. On va donc ramener cette troupe là au niveau de la forêt de Compiègne et on ira ramasser les petits gueux français qui pour la plupart avaient collaboré avec les Allemands. On va déshabiller les troupes africaines pour habiller les troupes françaises, et ce sont ces troupes là que vous allez voir faire ce défilé de la libération de Paris. Où étaient les États-Unis? Les États-Unis n'ont pas su la souffrance endurée par le Centrafrique et les Africains. Pendant toute cette période, après les indépendances, où la France faisait la pluie et le beau temps, dans ce pays qu'on appelle la République centrafricaine, qui est, attention, en termes de superficie, plus grande que la France. Bien sûr. Métropolitaine, plus la Belgique, et il va rester peut-être d'espace pour le Luxembourg. Attention. Où étaient les États-Unis? Tous ces changements de chefs d'État, les marchés Bokassa, les David Dako, certains ont été installés au pouvoir à Bangui en pyjama. On réveille à 4 du matin, le gars encore en pyjama du monde dans l'avion va prendre le pouvoir à Bangui. C'était ça l'humiliation qu'on servait aux Africains, aux Centrafricains. Mieux, arrive dans la période la plus récente, hier là, c'est-à-dire
la confrontation entre les anti-Séléka et les Balaka. Les anti-Balaka, oui. Et là, ça se passe à Mondiovision. Les Américains ne peuvent pas dire qu'ils ne voyaient pas. Où les populations centrafricaines sont réduites, sont ravalées au rang des bêtes sauvages. On voit des enfants dans la forêt fuir la brutalité et la violence des combats, se nourrir de feuilles, Manuela, et des racines d'arbustes pour survivre. Où étaient les États-Unis? Il a fallu, sous le leadership éclairé et conséquent du président Faustin Archange Touadéra, que émerge une nouvelle volonté, mais surtout un nouveau cap pour tout faire pour essayer de se réapproprier de leur souveraineté. Et dans cette démarche-là, le président Faustin Archange Touadéra décide de nouer de nouvelles coopérations avec un nouveau partenaire. Et ce partenaire, c'est lequel? C'est la Russie. Et la Russie qui vient avec ses instructeurs. Et bon, évidemment, ces forces qui les accompagnent, comme vous appelez Wagner. Mais quoi de plus normal? Je rappelle que pour la guerre en Irak, pour faire le sale besogne, les Américains employaient une milice encore plus violente qu'on appelait le groupe Blackwater. Oui, Blackwater, oui. Qui est devenu, je crois, après Harmonie, je ne sais pas quoi. D'abord, qui combat sur un autre nom, là, actuellement en Irak. Qui en parle? Donc, nous sommes là face à une situation qui est extrêmement grave. J'ai l'habitude de vous le dire sur ce plateau. La guerre qui se passe en Ukraine, en réalité, l'Occident, capitaliste néolibéral, joue la possibilité de continuer à dominer le monde, comme ils le font aujourd'hui, de manière outrancière, pour les 50 années à venir. Leur défaite va marquer la fin du monde unipolaire et la possibilité pour le monde de se doter d'un monde multipolaire. La multipolarité du monde, c'est quoi? Il faut l'expliquer aux gens. Les gens disent, vous voulez quitter de l'esclave Jean pour entrer dans l'esclavage de Paul. C'est faux. La multipolarité, c'est justement de revenir au cercle saint principe édicté dans la charte des Nations Unies, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bien sûr. Nous voulons faire des chemins de fer. Quel est le pays dans le monde qui nous semble plus amène de nous aider à le faire à monde court? On le trouve, c'est le Brésil. On se tourne vers le Brésil, bien sûr. Nous voulons régler la question de l'habitat chez nous avec la question des logements sociaux, qui est le plus disant dans cette option où le rapport qualité-prix va nous revenir le moins cher avant de l'Iran. On va vers l'Iran. On n'a plus besoin de l'accord du hockey de Paris pour le faire. Voilà, c'est ça. Le monde multipolaire. Le monde multipolaire ne veut dire pas qu'on va tourner de dos aux Américains. Qu'est-ce que les Américains peuvent nous fournir de manière essentielle? On se tourne vers eux. Mais la question de cette multipolarité, le fait qu'il faille absolument que les pays africains retrouvent leur souveraineté, c'est qu'enfin vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre dans vos actions. Vous êtes libre dans le cap que vous-même vous aurez fixé. C'est tout le débat. Oh, que nous disent les Américains? Ils nous disent, vous n'avez pas le droit de le faire. On va vous ramener dans l'enclos de l'esclavage. Et comme des gamins, on nous raconte des boniments. Oui, vous aurez ceci, on va vous donner cela, on va vous aider. Où était-il? Et justement, où était-il? Justement, parce que vous posez la question, où était-il? Vous avez parlé parce que dans la proposition des États-Unis, à côté de l'aide, du renforcement de l'aide humanitaire, il y a aussi la formation de l'armée. On sait que, quand vous dites où était-il justement quand on voyait ces images de l'armée centrafricaine qui était entraînée avec des bâtons? On se demande effectivement où était-il. La question de l'embargo également qui revient. Où étaient effectivement les États-Unis lorsqu'il fallait peut-être défendre la Centrafrique pour la levée de l'embargo afin que le pays puisse se défendre contre les groupes rebelles? Mais la construction de ces groupes rebelles s'est faite devant tout le monde. C'est devant les caméras du monde entier. Hein? Et c'est pas un truc qui sort de la tête de l'illuminé patient parfum d'homme. Tout le monde a vu. Exactement. Et ce qu'on ne comprend pas, nous les Africains, nous ne parvenons pas encore à comprendre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on continue de nous prendre pour de grands enfants. Les indépendances factices là n'ont aucun sens. La France est en train de perdre, n'est-ce pas, sa mainmise au niveau de ce qui est prétendu être son précaré. Ils ont appelé le Big Brothers au secours. Le Big Brothers lui-même, dirigé par des lobbies dont nous connaissons, n'entendent pas de cette oreille le fait qu'au niveau
de l'Afrique dite francophone, qui était encore le ventre mou de la géopolitique mondiale, qui a des réminiscences, j'allais dire, une certaine volonté, un certain leadership qui veut se réapproprier de ce combat historique, comme celui de Grand Carnot, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Ce grand général s'appelait Carnot, ou bien de Barthélemy Boganda, ou bien d'Aben Goumba, ou bien de Ruben Moumiobe, de Félix Roland Moumier, etc., etc. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas entendre parler. Donc, en fait, notre proposition, c'est quelque chose d'assez cynique, en nous disant, nous voulons vous ramener dans la cage. Nous préférons nous tromper. Nous préférons nous gourer. Mais au moins, nous aurons la certitude que ce choix-là, enfin, c'est le nôtre. Au lieu de continuer de nous prendre pour des moncuriens, pour des gens qui n'ont pas de cervelle, et qui sont acéphales, qui ne comprennent pas la marche du monde. Nous comprenons très bien la marche du monde et nous sommes capables de l'analyser. Et j'estime que c'est une attaque frontale contre la tentative de retrouver notre souveraineté faite par l'ami des Américains. Vraiment, c'est une véritable attaque. Les États-Unis essayent d'empêcher la Centrafrique d'avoir sa souveraineté à travers cet acte. Mais c'est tout. Vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Pour reconstruire l'armée centrafricaine. On a vu la proposition française. Tout à fait. On voit la proposition, n'est-ce pas, de la Russie. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléauditeurs que contrairement à la France, dans les amis des États-Unis, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Au contraire, la Russie a toujours été aux côtés des mouvements de libération africains en quête de leur indépendance. La Russie ne vient pas avec cette mort, cette condescendance, ce côté suprémaciste avec lequel on voit les rapports diplomatiques, institutionnels, sociaux entre les Français et les Africains. Et il n'y a pas ça. Il y a, ok, vous avez un problème, nous sommes prêts à vous aider en fonction de votre demande, en fonction du niveau là où vous voulez aller. Et puis bon, c'est tout. Lors de la dernière visite du ministre des Affaires étrangères russe sur notre continent, Sergei Lavrov. Mais vous vous souvenez que Lavrov a fait un tour du côté de Nouakchott, à Mauritanie. En Mauritanie, tout à fait. La Mauritanie, lors des derniers votes au niveau de l'ONU sur la question ukrainienne, a voté contre la Russie. Tout à fait. Tout à fait. Mais Lavrov a rappelé que la Russie est là, elle est disponible. Nous sommes prêts à apporter le peu qu'on peut apporter pour aider les pays qui font face à cette hydre terroriste construite par qui on sait. Je m'en réfère au ministre des Affaires étrangères malien, M. Diop, qui dit, mais depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, mais nous avons des preuves. Nous vous demandons tout simplement d'ouvrir le dossier de ce qui nous oppose à la France, de cette affaire-là. La France freine des quatre faits. Où sont les États-Unis? Que disent les États-Unis par rapport à cette requête malienne? Maintenant, regardons. Entre le Mali, avec la coopération française, plus de 100 ans. Une armée qui n'avait complètement disparu. Un État qui était effrayé par quelques petits terroristes. Et le Mali d'aujourd'hui d'Assimi Goïta, avec la coopération russe. Regardez en termes d'arsenal. Bien sûr, les résultats sont visibles, bien sûr. Ils ont même réussi la prouesse de rentrer dans le cercle fermé des pays africains avec des avions de combat supersoniques. C'est incroyable. C'est incroyable. L'Angola, elle est indépendante que depuis, je crois, 1979. L'Angola a des satellites. Les Africains qui sont indépendants depuis 1960, ils n'ont même pas la capacité de pouvoir se renseigner sur les déplacements des terroristes sur leur propre sol. Il faut s'en référer au renseignement français et américain. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus acceptable. Moi, je considère que si cette information est vraiment avérée, c'est une véritable déclaration de guerre de la France et des États-Unis contre la volonté du peuple centrafricain à s'autodéterminer et à se libérer, n'est-ce pas, de la tutelle française. En attendant peut-être qu'on ait une réaction, si oui ou non, de Bangui, effectivement, par rapport à cette information. On va poursuivre et justement essayer de faire une sorte de balance, une sorte de... je ne veux pas dire comparaison, mais si on mettait effectivement sur la balance cette proposition des États-Unis, non seulement formation de l'armée, renforcement de l'aide humanitaire, quand on sait qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, on a effectivement besoin, mais de l'autre côté, on met aussi les actions déjà posées, réalisées par la Russie
en RCA, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il faut hésiter justement face à cela? Mais écoutez, l'analyse concrète de la situation concrète produit des résultats que nous connaissons. Effectivement. La RCA de Centrafrique était un État en déliquescence, où en réalité l'État n'existait plus. Bien sûr. C'était des bandes armées qui occupaient telle portion de territoire ci et là, exploitant le sol et le sous-sol, et vendant dans des espèces de contrebande. Une mafia s'est installée partant du Soudan, du Sud-Soudan et du Tchad, et qui exploitait comme ça les richesses de ce pays au détriment de sa propre population. Depuis que les Russes sont arrivés, donc la coopération avec la Russie est effective, on voit, 1, l'armée se restructurer, 2, l'armée être en capacité de se projeter dans les champs de bataille, éliminer les terroristes et assurer les populations. 3, l'armée être capable de sécuriser les territoires centrafricains. Il y a quelques poches, encore évidemment, mais par rapport au moment où vous aviez Bangui qui était transformé en, je sais pas, no man's land, ce n'est même pas ça dire, un véritable enfer pour les populations. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais mieux, grâce à cette coopération, l'État renaît. L'administration centrafricaine se déploie de nouveau presque sur l'ensemble du territoire national. Les écoles ont rouvert. Effectivement. Les hôpitaux marchent. L'administration fonctionne. L'État peut payer les salaires à ses fonctionnaires. Enfin, de nouveaux projets émergent en Centrafrique. Je prends des infrastructures. Aller aujourd'hui en Centrafrique, c'est un chantier assez ouvert. Un grand chantier assez ouvert. On peut de nouveau penser l'avenir. On peut de nouveau se projeter, avoir de l'ambition pour le pays. De l'espoir renaît, les ambitions sont là. On voit, n'est-ce pas, cet épais nuage se dissiper et commencer à entrevoir quelque chose d'important pour les Centrafricains. Donc les résultats sont là. Où étaient les États-Unis? Où étaient les États-Unis quand les Centrafricains étaient dans cette gadoue? Ce fut notamment la Nakba, comme disent les Arabes. Ce qui est arrivé aux Centrafricains. Les États-Unis étaient où? Donc, moi, je continue de penser que dans la stratégie mondiale, c'est un puzzle. C'est comme un grand tableau avec des puzzles. Et la Centrafrique fait partie de ces puzzles qui, mis en place, va donner beaucoup de clarté au grand tableau qui se prépare. Donc, ne déconnectons pas cette proposition que je considère comme l'attaque des États-Unis vis-à-vis de la souveraineté centrafricaine avec ce qui se passe sur le plan international. Ce qui se passe sur le plan international, c'est quoi? C'est un nouveau monde qui se crée avec les BRICS. C'est un nouveau monde qui se crée avec le fait que vous nous avez sanctionné en disant on sort de SWIFT. Alors là, on crée un autre système monétaire qui permet des échanges monétaires sans vos sanctions. Ce nouveau monde, c'est quoi? Je rappelle pour nos auditeurs et nos téléauditeurs quelque chose d'extraordinaire. Après les accords qui ont lieu entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis au niveau de la vente du pétrole, on a créé, je crois, en 1973, un système qui voudrait que toutes les transactions dans le monde qui concernent l'achat du pétrole devaient se faire en dollars. Toutes les transactions dans le monde de pétrole devaient se faire en dollars. Ça veut dire, Manon, que vous, pays X et moi, pays Y, nous faisons un échange par rapport avec le pétrole. Les États-Unis ne sont pas là. Mais comme la transaction va se faire forcément en dollars, les États-Unis bénéficient. Donc, ils profitaient des échanges mondiaux, et ça justement pour le cas du pétrole, mais dans beaucoup de comportements, n'est-ce pas, du commerce mondial, c'est comme ça que ça se faisait. D'ailleurs, celui qui maîtrisait le GATT, qui était le Gentleman Trader of Agreement, machin, et qui est devenu après l'OMC. Vous voyez, et longtemps, la Chine fut même exclue de ces deux organisations mondiales du commerce. Bon, en fait, c'est la même qui a muté tout simplement. Il a fallu beaucoup de compromis et d'arrangements pour que la Chine puisse intégrer l'Organisation mondiale du commerce. À partir de ce moment-là, le monde a commencé à basculer. Pourquoi? La Chine, progressivement, en grignotant progressivement, ils ont eu le temps. Hein. Ils sont d'abord enfermés entre eux, le temps de se muscler, et avant de se projeter dans l'ouverture du monde. La Chine, progressivement, est devenue ce qu'on appelle la manufacture du monde. Toutes les grandes sociétés occidentales
comme ils sont avides de profit, ont été délocalisés où? En Chine. En Chine, bien sûr. Conséquence, on l'a vu avec le Covid, même les masques, un pays orgueilleux et qui bavarde beaucoup comme la France a été obligé pour essayer de satisfaire, n'est-ce pas, les prévisions, la demande en masse de commander où? En Chine. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Donc, voilà la réalité. Le problème de fond pour les Américains aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les peuples africains se tournent vers la Russie pour essayer de consolider leur sécurité. Et c'est ça le nœud du problème. C'est ça, effectivement, parce que ce qu'on veut aussi encore comprendre, c'est que depuis l'arrivée de la Russie, bien sûr, en Afrique, on parle, on met plus en avant la France qui ne serait pas très contente que l'Afrique se mette à collaborer justement avec la Russie. Alors aujourd'hui, les États-Unis, on a l'impression que les États-Unis sortent d'un trou. On a, depuis même en ce qui concerne la République centrafricaine, on oppose toujours la France, bien sûr, au groupe Wagner. La France au groupe Wagner. Très rarement on parle des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis parlent, les États-Unis, effectivement, sortent de leur mutisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la France a échoué et les États-Unis essayent maintenant de prendre les commandes? Au-delà de la France, c'est tout l'Occident qui est en difficulté, hein, Manuela. Cette émission ne suffira pas pour qu'on voie les différents aspects de cette défaite annoncée de l'Occident. Alors, les États-Unis ne peuvent plus très longtemps accepter ce qui est en train de se faire. Ce qui s'est passé au Mali a un retentissement mondial. Ce qui se passe en Centrafrique, j'aime à le dire aux gens qui ont tendance à dire « Oh, ça ne nous intéresse pas, c'est loin, c'est la Centrafrique. » Mais attention, nos sorts sont intimement liés. Quand on aura fini avec la Centrafrique, on va s'intéresser au Cameroun. N'oubliez pas que lors de la visite de Macron, dans l'échange qu'il avait le président, la question des accords militaires avec la Russie s'est posée. Bien sûr. Et le président était obligé de lui dire, mais c'est quelque chose qui est vieux. Nous ne faisons que renouer et renouveler quelque chose qui existe depuis. Donc, pour les Américains et pour l'Occident, il est inadmissible qu'un pays africain, nous sommes la dernière frontière, en réalité, le ventre mou de la géopolitique mondiale, soit en collaboration avec la Russie sur le plan militaire. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes plus dépendant d'un pays comme la France colonisateur de votre sécurité sur le plan militaire, vous avez des capacités à dénouer d'autres nœuds, surtout les nœuds économiques, politiques, culturels et sociaux. En réalité, il se joue là, avec cette problématique, la question de l'indépendance réelle des pays sous domination française. Parce que nos indépendances, ce sont des indépendances factices. On a en réalité, la France a une volonté de refus de décoloniser, si je peux le dire ainsi. Et dans cette bataille, les États-Unis qui ont pour allier la France se rendent bien compte que si la France dégringole économiquement, parce qu'ils ont perdu l'Afrique, ce sont les États-Unis qui, de facto, vont se trouver affaiblis parce que l'un de leurs alliés a dégringolé et s'est largement affaibli. Donc nous sommes dans un jeu d'équilibre. Il ne faut donc pas accepter cet affaiblissement de cet allié au détriment de la souveraineté des peuples africains. Donc tout ce jeu-là, contre nous, c'est pour ça que je considère que si cette information est avérée, c'est une véritable attaque contre notre souveraineté. Et je reviens. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau que l'arme fatale, la clé magique pour qu'on sorte de cette cage de fer, c'est notre unité politique. Qu'on en arrête de penser qu'aucun de nos États pourra s'en sortir tout seul. C'est faux. C'est une question que nos élites politiques du moment doivent prendre très au sérieux. Et actuellement, nous avons des faisceaux qui commencent à s'aligner, à s'allumer au vert. Nous avons le feu vert qui commence à s'allumer sur le continent africain. Le premier, c'est cette expérience qui commence à se mettre en place. Et qui s'aboutit, c'est une fédération entre 3 pays d'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina Faso. Vous avez vu la réaction de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et il n'y a pas que ça. L'Afrique de l'Est est dans cette dynamique elle aussi. Le président kenyan, qui était candidat d'ailleurs
Et vous l'avez écouté, il a dit, il sera pas seulement le candidat du Kenya, mais il sera le candidat de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Est. Ils ont aussi cette proposition. William Ruto, le président kenyan, l'a dit ouvertement, il dit, là, il faut aller vers l'unité, la Fédération des États d'Afrique de l'Est, avec un seul chef d'État, un seul gouvernement, etc., etc. Ça fait quoi? Et je cite quelques pays qui feront partie de cette fédération. Si elle prend encore. Vous avez la Tanzanie, vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez l'Ouganda. La Zambie. La Zambie, je ne sais pas très bien, mais je pense que la Zambie va faire partie. Et plus grave, un gros morceau qui de manière naturelle devait être versé de l'Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo. Les conséquences, on ne peut pas les mesurer actuellement. C'est-à-dire si on peut mutualiser les forces pour résoudre les problèmes d'infrastructure, de développement économique, de développement social, de refondation de l'école. Ils ont d'ailleurs un avantage extrêmement important. Ils ont le même outil en termes de locution, la même langue, le Swahili. Tout à fait, oui. Qui est parlé pratiquement dans tout cet espace. La zone, oui. Vous voyez, toute la zone des Grands Lacs, etc. Donc, vous voyez ce que ça va produire. Et ça va produire que les problèmes comme la guerre entre la RDC et le Rwanda vont être réglés. Ils vont être réglés là, sans effusion de sang. Et ça, c'est un danger pour le monde capitaliste néolibéral. Donc, les lobbies qui soutiennent et qui en réalité dirigent ces pays, parce que les élections, on nous a beaucoup bassiné les oreilles avec les élections démocratiques aux États-Unis. Tout le monde sait maintenant qu'il y a des chéris en France, c'est moins de 15%. N'est-ce pas, du corps électoral qui a élu M. Macron. Donc c'est quoi? Vraiment, c'est merdique. C'est-à-dire que tel que c'est parti, si on réussit à agréger ces États, à construire cette fédération des États-Unis d'Afrique, même de manière sur-régionale dans un premier temps, admettons que l'Afrique de l'Est le fasse, l'Afrique centrale le fasse, et l'Afrique de l'Ouest le fasse autant pour moi, vous imaginez ce que ça va donner comme... Oui. Donc c'est ça, nous sommes dans une espèce de guerre d'attrition. C'est un terme militaire qui parle de guerre d'usure. Elle a commencé depuis l'esclavage. On nous a dominés. On a repris le poids de la bête, étape par étape, étape par étape. Nous sommes dans un moment extrêmement important de la vie aujourd'hui, de notre avenir. Et c'est dont les États-Unis se sont réveillés après le vote qui s'est passé. Ce sont les différents votes de l'ONU qui ont réveillé les Américains en disant attention, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Mais la France, on va donner ce bétail-là. Qu'est-ce que tu en as fait? Bon, ok, tu es de plus en plus incompétent. Nous allons nous-mêmes maintenant rentrer dans l'arène et imposer nos conditions. C'est exactement ça qui est en train de se produire. On s'en fout complètement de la vie des Africains. On s'en fout vraiment de notre souveraineté de devenir. On veut nous imposer de nouveaux contrats léonins qui vont faire de nous des esclaves de ce monde en ébullition, de ce monde en mouvement qui est en train de créer un nouveau paradigme. C'est vrai que lorsqu'on essaye de rassembler un peu toutes les informations liées à cette affaire, alors on rentre un peu, on se souvient de... Tout à l'heure, vous avez parlé de ce vote au niveau du Congrès américain, on parle de cette affaire. D'ailleurs, de ce côté-là, on a voté une loi qui devrait, du moins, on veut voter une loi, je ne sais pas si elle est déjà votée, pour punir les pays africains, voilà, qui ne voteront pas contre. Qui n'avaient pas voté. Qui n'avaient pas voté, voilà, en plus. Donc, lorsqu'on a cette information, on se demande, on comprend... Lors de la tournée de M. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain en Afrique, il a déposé ses valises dans son périple au niveau de l'Afrique du Sud. Oui. Et là, elle a été accueillie par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, dont le nom m'échappe, cette brave dame, et qui lui a dit, mais monsieur, je m'excuse, c'est vous qui avez annoncé que les pays africains qui n'ont pas voté dans le sens voulu par les Occidentaux seront punis. Blinken s'est vite traversé pour dire non, madame, c'est pas ça, d'ailleurs, c'est pas de moi qu'il s'agit. Il a dit, monsieur, vous savez, si c'était s'agit de vous, j'aurais demandé tout de suite, toute affaire cessante, que vous repreniez votre avion et que vous dégagez d'ici. L'Afrique du Sud et l'Afrique en général n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit en ce qui concerne ses choix politiques, diplomatiques et géopolitiques. C'est ça qui fait peur. Manon, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Parce que ces gens-là, madame Ursula von der Pfizer, je ne dis pas, ce n'est pas la von der Pfizer. Non, Ursula von der Pfizer.
cet escroc-là, escronga, comme on dit chez moi au quartier. Vous voyez. Elle a osé dire que les pays africains qui ont voté contre l'Occident seront punis. Oui, oui. Mais c'est incroyable. Mais où sommes-nous? Et pourquoi il peut avoir le toupet de dire des choses aussi brutalement? Et vous savez, avant le dernier sommet de l'Afrique, de l'Union africaine, le président Moussa Faki Mahamat a reçu la visite de deux compères, Madame Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, et sa complice allemande. Tout à fait. C'était quoi? On ne veut plus de collaboration entre l'Afrique et la Russie. L'Afrique doit condamner l'opération russe en Ukraine. Et bon, nous sommes prêts à vous apporter de l'aide, à vous quelques sacs de riz, de je sais pas de quoi, d'engrais et de l'argent pour vous. Mais nous sommes plus des enfants. C'est ça notre problème. On est réduit justement à des nous sacs sommes au cœur. Oui. Nous sommes, comment dire ça, nous sommes au centre de l'heure du cyclone. Si les élites africaines ne prennent pas ne prennent pas conscience de ce qui risque de nous arriver, je peux vous dire que la colonisation ne fait pas assez brutale. Elle le sera davantage. On va nous imposer des hommes liges, des idiots à la tête de nos États qui auront pour seule fonction de jouer les contre-maîtres des intérêts occidentaux et impérialistes sur notre propre continent. Et ça, contre l'avenir de nos propres enfants. Ça, je pense que c'est inacceptable. Effectivement, on rappelle, justement, parce qu'on comprend, on essaye, en tout cas, de comprendre cette radicalisation comme ça des pays occidentaux, parce que d'autres analystes, justement, se sont posé la question, mais si vous voulez aider un pays africain, pourquoi imposer du moins une ligne directive? Si la Russie est là, venez également, faites votre travail. Et si ça peut aider ce pays, voilà, vous aidez simplement ce pays. Ce qu'on comprend aussi, vous allez certainement peut-être nous l'expliquer encore, c'est que il y a une véritable guerre aujourd'hui, d'ailleurs on le dit, mais de plus en plus on comprend à travers ce type d'acte une véritable guerre qui ne se joue pas seulement sur le sol occidental, mais aussi sur le sol africain entre la Russie et bien sûr, comme on aime bien le dire, et l'OTAN, pas seulement le truc. Donc, d'ailleurs, il y a 2 jours, vous avez certainement suivi cette sortie du président russe, Vladimir Poutine, qui a vertement fustigé l'Occident. Il a accusé l'Occident d'utiliser entre autres le conflit ukrainien pour en finir avec la Russie. Il a parlé de russophobie, justement. Il est même encore allé plus loin pour parler de mœurs en ce qui concerne l'Occident. Donc on comprend effectivement, lorsqu'on voit cette sortie des États-Unis, qu'il y a une véritable guerre très dangereuse d'ailleurs justement entre les États, du moins entre la Russie et l'OTAN. Le monde a abordé un tournant extrêmement dangereux. Ceux qui savent prier, il faut qu'ils mettent les genoux au sol, comme on dit vulgairement, qu'ils tiennent bien leur rosaire. Pourquoi? Parce que je vous le dis, on est en train de frôler la possibilité d'un Armageddon, d'un conflit nucléaire. Les lobbies occidentaux n'acceptent pas la défaite que la Russie est en train de les infliger en Ukraine. Ils avaient un projet. Leur projet, après la chute du mur de Berlin, c'était de, bon, ok, l'Union soviétique, c'est terminé. Bon, les pays qui sont les anciens pays qui étaient dans le bloc de Varsovie, bon, on va les... Et puis rapidement, nous allons imposer le dépaissage de la Russie. C'est trop grand pour un pays comme territoire. Et après, nous allons nous occuper de la Chine. La Chine. Et comme ça, nous allons enfin préparer, ou bien être sûr qu'on pourra dominer le monde sur plusieurs siècles encore. Ce sont les lobbies. Et dans cet agenda caché de ce deep state, il y avait un certain nombre de réformes sur le plan civilisationnel. Parmi lesquelles la question de ce qu'ils appellent le nouveau droit de l'homme. Un homme peut épouser un homme. Vous voyez comment ils ont accéléré. Ils ont même tenté, même dans l'église catholique. Une femme peut épouser une femme. Les LGBT+, en Occident aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut monter patte blanche si vous tentez d'apporter la même petite critique sur ces questions-là.
Ah ouais. Pire encore, tout est devenu marchand. Ce n'est même plus de capitalisme à l'ancienne comme on l'a connu. Tout est devenu marchandise. On rêve d'aller à la Lune, vivre là-bas, à Mars, vivre là-bas. L'homme devient un objet marchand. Au même titre qu'une baguette de pain. Les gens poussent le cynisme, non, la violence, j'allais dire, la folie, au point de dire, on pourrait même louer les utérus des femmes pour en faire des enfants en série qui n'appartiendront, qui n'auront plus de famille. Et on pourra en disposer comme on veut. La question de la pédophilie. Ouais. On ne fait que reculer les normes édictées qui disent à partir de cet âge, c'est la pédophilie. Même les Français ont tenté de ramener ce que j'appelle le rapport consentant à 13 ans. Mais c'est surréaliste. Alors, à partir du moment où on a libéralisé la question de l'homosexualité, vous allez donc voir un homme de 70 ans aller avec un gamin de 13 ans et on va vous expliquer qu'il était consentant, comme le font en Thaïlande aujourd'hui. Donc voilà où on nous ramène. On brise le socle familial. On brise la relation homme-femme. On transforme tout en marchandise. On réduit, on continue de créer la fracture sociale entre ceux, les happy few, Oui. qui par le biais des mécanismes de roublardisme, de banditisme, n'est-ce pas, pillent la planète, décident de ce qui est bien pour le reste du monde et continuent d'avoir cette vie de cocagne alors que le reste de la planète copie dans une misère indescriptible, comme ce fut le cas, ou bien c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec le Centrafrique. Ah, je rappelle à nos auditeurs, pour que ceux qui ne savent pas, dans la zone Afrique centrale, des budgets, le premier pays en budget c'est le Cameroun, il est de l'ordre de 6 000 milliards, suivi par le Gabon, il est de l'ordre de 3 000 milliards et poussière. Après, vous avez le Tchad, il est de l'ordre de 1 000 milliards. Bon, dans mon truc, mon petit agenda, la Guinée équatoriale n'est pas comptabilisée. Et enfin, vous avez le Centrafrique. Vous savez combien le budget de Centrafrique fait? C'est 234 milliards. Quand CFA, hein, on n'est pas en train de parler ni de dollars, insignifiant, ni d'euros. 334 milliards de francs CFA. C'est quoi ça? Qui n'est même pas le budget d'un ministère. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un pays aussi riche qui a tout. Où sont les États-Unis devant cette paupérisation programmée de la République centrafricaine? Non, je pense que cette proposition est une espèce de cadeau empoisonné qui a pour objectif de ramener tout simplement la République centrafricaine vers les années cauchemardesques, n'est-ce pas, de l'esclavage. Ça, c'est inacceptable. Et la question que vous avez posée tout à l'heure, effectivement, Manu, il faut éviter de voir les problèmes aujourd'hui sur le prisme réducteur des petites régions. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous faites l'analyse, et c'est pour ça que la géopolitique est importante, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle le big picture. Oui. Sur le plan mondial, quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et en fonction de ça, vous allez ramener sur le plan local et voir en fonction des déplacements, des dynamiques localement, surtout des positions de ceux qui s'affrontent sur le plan international, des relations qu'ils ont avec vous, et surtout des positions, leurs postures, leurs déclarations, leurs ambitions, et vous allez comprendre qui vous veut du bien ou qui vous veut pas du bien. La proposition américaine faite à la République centrafricaine, et c'est là où vous montrez, quand on parle d'indépendance factice, ce n'est pas seulement une blague. Est-ce que les États-Unis peuvent s'hasarder à faire une telle proposition au Vietnam aujourd'hui? Vous voyez bien que c'est impossible. Les gens vont leur rire au nez. Ça va paraître assez rigolo que les Américains tentent de faire une pareille proposition aux Vietnamiens. Ils peuvent le faire dans notre continent. Ils peuvent le faire au pays comme le Centrafrique, pour la simple et petite raison que nous ne sommes pas des États souverains. C'est ça notre problème. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Et moi je dis, pour faire vite, pour faire simple, pour hâter, n'est-ce pas, notre souveraineté, n'allons plus seuls. Mettons-nous ensemble. Construction excusez-moi, des entités globales nous permettant d'être un peu plus forts, de muscler le jeu
comme je me l'ai dit, c'est en construisant cette nouvelle dynamique, cette nouvelle réalité, Oui. n'est-ce pas, à la fois politique, économique et sociale, que nous serons en capacité de mieux résister, n'est-ce pas, à ces espèces de crachats, parce que ce n'est pas une proposition. Ce sont des crachats qu'on nous jette au visage, les Américains. Avant de sortir, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, effectivement, on va revenir sur quelques propos du président russe Vladimir Poutine, parce qu'il faut le dire, hein, on se rend compte qu'il y a plusieurs points qui opposent aujourd'hui la Russie au monde occidental, et c'est peut-être aussi, entre autres, hein, ce qui explique ce conflit. Il faut qu'il y ait une puissance, en tout cas au-dessus, et d'ailleurs ce sera laquelle. Lorsqu'il s'est donc adressé effectivement à son peuple, le président Poutine a déclaré ceci: l'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui sont d'infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Pour lui, il est également, pour le président Poutine, l'Occident est aussi la cause des dérives et maux du monde. Alors, il dit: la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarées comme étant la norme. C'est la norme de leur vie et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Il renchérit en disant qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais j'aimerais leur dire: regardez les saintes écritures et les livres fondamentaux et toutes les autres religions du monde. Tout y est dit, y compris la famille est l'union d'un homme et d'une femme, mais même ces textes sacrés sont aujourd'hui remis en question. Une autre sortie, en tout cas, qui crée aujourd'hui la polémique. Passion parfaite. Mais est-ce que c'est pas vrai? C'est la réalité, non? Oui. On pousse le bouchon, même la question de zoophilie. On voit, non? Non, il n'est pas... C'est pas une vue d'esprit. Ouais. C'est une réalité en Occident aujourd'hui. Et c'est ça qui pose problème en Occident. C'est ça. Et donc, justement, c'est une question civilisationnelle. Celui qui va gagner la guerre va nous imposer. Ça dépend donc de celui qui va gagner cet affrontement. Oui, nous, les Africains, il va nous imposer sa vision. Oui, nous, les Africains, dans le fond, nous sommes quoi? Nous sommes pour des... Nous ne sommes pas pour des relations contre nature. Bien sûr. Non, ça ne fait pas la famille en Afrique, elle est sacrée. Quand on vient nous insulter, vos femmes font trop d'enfants. Quelle qu'en soit l'aide qu'on peut apporter à un pays comme le Niger, ce pays ne pourra jamais se développer. Ce sont des insultes. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a de nouvelles valeurs qui existent. De nouvelles valeurs qui existent. Vous avez des hommes qui sont entre eux et qui vont venir adopter des enfants en Afrique pour leur imposer ces valeurs qu'ils appellent des normes. Et c'est une régression. C'est une culture de caniveau qu'on va imposer au monde. C'est la bestialité pure. Le monde ne peut pas l'accepter. Il faudra qu'ils balancent des bombes atomiques partout pour nous anéantir et vivre leur vie là. Mais nous ne l'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Nous serons debout, comme on dit, par rapport à cette tentative de détruire l'humanité. Il faut revenir au fondement de l'humain. Et l'homme africain est l'homme premier. Nous sommes obligés d'aller de côté de ceux qui se battent pour les valeurs qui ressemblent à nos valeurs. Et non des gens qui nous imposent, n'est-ce pas, cette espèce de raclure de bidet qu'ils appellent l'effrontement, le nouveau droit de l'homme. Ce ne sont pas des droits de l'homme, ça. C'est une régression morale. C'est une régression humaine. C'est quelque chose qui va contre la nature elle-même. Et la science, qu'on met en avant pour expliquer ces évolutions, elle-même ne leur donne pas raison. Même du point de la nanotechnologie, c'est pas possible. Donc, il faut bien que ces lobbies-là, qui, je ne sais pas, ils ont, je ne sais pas si c'est ce bal qu'ils ont, je ne sais pas sur quel démon ils ont fait allégeance, qui comprennent très bien que, ok, si c'est ça leur valeur, et je peux vous dire, même un pays comme la France, non, il n'y a pas plus de 2% de la population française qui est d'accord avec ce qui se passe. Ce sont les élites, à travers les lois, qui ont imposé cela. Donc, quand un pays rentre dans ce format, dans cette construction, c'est le déclin. Et je vais en sortir en disant aux Occidentaux, mais écoutez, c'est vous qui nous avez appris l'histoire des empires, la Rome antique, Byzance. Mais réveillez-vous. Vous êtes dans la phase de déclin de l'Occident. Et
toutes ces propositions, toutes ces guerres, toutes ces tentatives d'écraser les autres sont les agrégats de ce déclin. À vous d'amondir votre chute ou bien de continuer dans votre folie, et votre chute sera la plus brutale possible. Eh bien voilà, on va rapidement lire quelques messages, on va les choisir comme ça au pif. Tom Will qui dit rupture diplomatique reste une solution pour sauver l'Afrique. Akwete ya Nimaka, Touadéra doit faire attention, beaucoup attention. Alors merci à Dolala, soutien aux panafricains, bientôt l'Afrique et les Africains libres. Amine Touré, ce n'est pas un chantage mais du terrorisme d'État de la part des États-Unis. Serge Niago, bonsoir au For You Media et grand panafricaniste Monsieur Parfum d'Homme. Assou Gouette, une plaisanterie de mauvais goût, n'importe quoi. La France éjectée de la RCA veut y revenir par la diplomatie directe. Voilà, à la RCA. En RCA, jamais une proposition très indécente. Voilà, on va s'arrêter là. Notre message, c'est irrespectueux et injuste pour un État qui prône la démocratie de tenir ce genre de discours. À travers cette sortie hasardeuse des Américains, ils étalent leur fonds machiavélique. Beaucoup de messages, voilà, on n'aura pas le temps de lire tous ces messages. En tout cas, merci à vous déjà, chers téléauditeurs, de nous suivre et de bien sûr de participer. On a également eu d'autres messages des personnes qui voudraient participer en direct. On verra. Toutes nos excuses parce que les dispositions y afférentes n'ont pas encore été prises, mais on prend en compte en tout cas votre demande et on verra comment vous faire participer en direct au cours de cette émission. En tout cas, merci à vous, Monsieur Passion Parfum d'Homme, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous dis merci. Les États-Unis n'ont pas changé de politique depuis très longtemps. C'est la politique qui disait la carotte et le bâton. Voilà. On agite, vous voulez la carotte, si vous n'êtes pas d'accord, allez, boum, sur la tête. Mais nous, les Africains, nous sommes décidés à nous battre pour nous réapproprier de notre souveraineté. Nous sommes les 10 enfants de Carnot, de Barthélemy Boganda, d'Abel Ngumba, de Robert, de Cheikh Anta Diop, de Samora Machel, Agustin Neto, etc. Nous n'allons pas reculer. Nous allons nous battre, nous aussi, pour être, comme les Vietnamiens aujourd'hui, fiers de leur passé et fiers de ceux qui se sont sacrifiés pour qu'ils puissent avoir cette liberté aujourd'hui. Et bien voilà, c'est ici que se referme cet autre numéro de regard panafricain sur For You Media Africa, For You Radio, la 96.3 FM. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.